Bonjour et bienvenue. De l'intention à communiquer jusqu'à la mémorisation du message, étape du processus d'éperdition et régulation, tel est l'intitulé de ma présentation. Dans une simple situation de communication orale, d'un émetteur à un récepteur, l'information passe par plusieurs étapes. De la conception d'une information, entre guillemets, brute au niveau de l'émetteur, jusqu'à la mémorisation du message au niveau du récepteur, l'information donc subit des dégradations, voire parfois des déformations. Ce changement est dû à plusieurs facteurs d'ordre physique, psychologique, et également il est dû à un certain nombre de filtres parasitaires. Donc, il faut prévoir des solutions pour transmettre efficacement l'information et contrer l'oubli. Pour répondre à cette question, nous avons jugé nécessaire de donner quelques chiffres à retenir dans l'introduction, à définir les étapes de processus de la communication, et puis à présenter les facteurs qui sont à l'origine de la déperdition de l'information, et puis conclure par quelques solutions envisagées en vue de remédier au problème de la déperdition. Savez-vous que dans le monde entier, on dénombre environ 3500 à 7000 langues. C'est ce qui est difficile à faire. Normalement, c'est un travail d'ethnologue. Voilà, compte tenu également à des milliers de dialectes qui ne sont pas recensés. Le nombre de mots utilisés par un étudiant au milieu universitaire est à raison de 1500 mots. Racine, Simenon, ce sont des dramaturges français. Ils ont utilisé uniquement 800 mots pour la rédaction de leur œuvre théâtrale. Le nombre moyen des mots utilisés par un lycéen est à raison de 600 à 1000 mots à l'oral. Les jeunes les plus cultivés en connaissent 6000. Dans la vie courante, chacun s'exprime avec un débit personnel différent de celui des autres. Selon Colas Rist, le débit s'élève à 200 mots environ. Selon une compétition organisée en France, le score s'élève à 200 mots. Donc une compétition pour décerner des prix à celui qui prononce le maximum possible de mots à la minute. Et le score est de 240 mots à la minute. Lorsqu'on écoute, on est capable d'écouter jusqu'à 450 mots à la minute. Chose pour laquelle, comme il a été exprimé par un philosophe chinois, Confucius, si l'homme a deux oreilles et une seule bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Voilà, l'image qui est devant vous ici, c'est Bouddha, la déesse Bouddha, qui est la symbolique du savoir. Le I ici, c'est-à-dire ce sont des informations qui accèdent à notre cerveau, qui fonctionnent comme une application informatique. Le cerveau humain, selon la programmation neuro-linguistique, serait capable de traiter jusqu'à 800 informations à la minute, selon les PNListes. Passons maintenant aux étapes du processus de la communication. Face à mes interlocuteurs en ce moment, normalement, en premier lieu, je commence par
concevoir l'information, entre guillemets, brute, voilà, au niveau de mon cerveau. Donc, et à partir de cette conception, vient l'étape, la deuxième étape, celle de l'élaboration, la sélection du message essentiel à transmettre. Lorsque le message essentiel à transmettre est très bien défini, je passe au codage, c'est-à-dire je remplace l'information par un code, par la langue utilisée. Et puis viendra, voilà, la dernière étape au niveau de l'émetteur, celle de la transmission, via l'appareil phonatoire. Au niveau du récepteur, vous, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous êtes en train de percevoir ce que je suis en train de dire. Donc c'est une perception auditive, active et volontaire. Chacun de vous selon son cadre de référence, chacun de vous selon son angle d'attaque et chacun de vous selon son passé culturel qui lui permet effectivement de sélectionner l'information reçue, la décoder, donc décoder ce qui a été codé, comprendre le message et puis mémoriser, c'est-à-dire garder dans sa mémoire. Comment peut-on retenir l'information? Quelques chiffres approximatifs. 10% de ce qui est lu, on peut retenir tout simplement 10% de ce qu'on peut lire à partir d'un ouvrage. 20% de ce qui est lu et écouté, d'où l'importance de l'écoute. On peut retenir 30% de ce qui est vu. Donc regardez la différence entre la perception de l'information via les différents canaux. 50% de ce qui est vu et écouté. Par exemple, un documentaire. 70% de ce qui est dit. Et 80% de l'information à partir de ce qui est fait. C'est-à-dire l'acquisition de l'information par l'expérience, par l'étude, par l'action, par si vous voulez, l'expérimentation. Donc c'est à partir de l'expérimentation qu'on peut vraiment retenir facilement l'information et la garder suffisamment dans notre mémoire. Lorsqu'on parle, par exemple à l'université, dans un amphi, un professeur aurait la capacité d'articuler jusqu'à 120 mots à la minute, presque. Et lorsqu'on écrit, si on dicte le cours, d'après ce que j'ai vécu comme expérience, voilà, les étudiants seraient capables de transcrire jusqu'à 35, jusqu'à 40 à 45 mots à la minute. À la fin de la séance, après un exposé informatif, les étudiants seraient capables de retenir uniquement 45% de l'ensemble des informations émises et expliquées par l'enseignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le taux de la déperdition de l'information dépasse 55%. Alors la déperdition, c'est une perte de compréhension entre un émetteur et un récepteur, c'est-à-dire entre deux personnes. Alors que l'information, effectivement, passe d'une étape à l'autre. Chaque personne a sa propre culture, l'éducation qu'elle a reçue, ses habitudes familiales, son expérience de vie, etc. C'est ce qu'on appelle des filtres. Chacun de nous a ses filtres. Alors celui qui veut transmettre un message d'information utilise son propre vocabulaire. Il émet l'intonation, son accent et sa compréhension des mots qu'il choisit. C'est mon filtre à moi. Donc c'est son filtre à lui. Et les informations, dans la plupart des cas, sont médiocrement retenues par l'auditoire. Le débit se modère. Il soit fait meilleur usage de la redondance. Donc,
c'est-à-dire la répétition pour garantir la transmission du message. Parce que finalement, la redondance, en ce n'est pas, il ne nuit pas au message, mais c'est un auxiliaire précieux qui permet, voilà, de garantir la transmission du message en utilisant d'autres supports. Surtout lorsqu'il y a des filtres, effectivement, qui bloquent, voilà, le processus d'une transmission. Donc on fait ici référence à Philippe Gara. Le schéma qui est devant vous ici, de Mekili, est donc intitulé « Quelle correction retour ?» Donc il essaie de souligner effectivement la différence entre le taux de l'information au niveau de l'émetteur, dans sa phase première, celle de la conception, et la dernière étape, celle de la mémorisation. Et donc, vous allez le remarquer, on compare le taux de l'information émise et le résultat de la transmission, de la réception. Et donc, les perturbations et les distorsions sont dues à un certain nombre de facteurs et à un certain nombre de parasites. Soit que l'émetteur est incapable de transmettre efficacement son message, soit que le récepteur n'écoute pas d'une manière active, soit que l'émetteur ne prend pas en considération la proximité, la loi de la proximité, c'est-à-dire les attentes de son auditoire, soit que soit qu'il y ait un certain nombre de parasites, que ça soit dans la transmission, des bruits intellectuels, des bruits effectivement au niveau technique, etc., qui bloquent ou bien qui entravent le déroulement d'une transmission. L'emploi, par exemple, des mots barrages qui sont difficiles à comprendre lorsqu'on ne prend pas en considération, si vous voulez, la position hiérarchique de notre interlocuteur, lorsqu'on ne prend pas en considération ses caractéristiques socio-culturelles. Le message, donc, passant de l'ensemble de ces étapes, il subit des dégradations, comme le montre cette image. Regardez le taux du message, de l'information dans sa phase initiale au niveau de l'émetteur, en comparaison avec ce que l'émetteur veut dire. Déjà, de la conception à l'élaboration du message à transmettre, il y a une différence. Et puis une différence aussi entre ce qui a été conçu et ce qui a été réellement dit. Parce qu'il faut se demander, est-ce que la langue est capable de transmettre exactement ce qu'on veut dire? Et ce qui a été transmis est ce que vous allez effectivement retenir, voilà, à la fin, ce que vous allez écouter, ce que vous allez sélectionner, ce que vous allez comprendre, ce que vous allez mémoriser à la fin. Et donc, vous allez remarquer que l'information subit des dégradations passant d'une étape à l'autre. L'information reçue aujourd'hui, sans reformulation, sans révision, sans travail, il risque de se dégrader d'une semaine à l'autre. Tout à l'heure, je vous ai parlé en termes de déperdition après un cours magistral de 55%. Si on fait preuve d'une écoute active, en position d'écoute maximale, imprégnée par le sujet, même avec un prérequis qui constitue plus de 50% dans l'acquisition du savoir, le taux de la déperdition dépasse le taux de tout ce qu'on peut retenir après un cours. Et sans révision, sans reformulation, l'information reçue se dégrade au fil des jours. Alors, pour l'étude de cas, j'ai travaillé avec des étudiants différents parcours, inscrits dans les différents parcours, dans les différentes filières.
Et après avoir distingué entre le verbe entendre et le verbe écouter, entendre, c'est la perception auditive non volontaire. Écouter, c'est la perception auditive active et volontaire. Après avoir parlé d'un certain nombre de techniques relatives à la pratique de l'écoute active, et après avoir expliqué l'esprit de la démarche, c'est-à-dire la méthodologie de l'exercice proposé, j'ai choisi ces étudiants, un choix spontané, soit 3 garçons, 3 filles. Je demandais aux étudiants d'aller s'installer dans une autre salle à côté. J'ai transmis aux étudiants présents un message comportant un certain nombre d'informations. Et puis par la suite, j'ai demandé donc à l'une des étudiantes qui était dehors, d'accéder à la salle. Et j'ai chargé parmi ceux qui ont reçu le message de faire la première reformulation à l'étudiant qui vient d'entrer. Et donc, ainsi de suite, le message passe d'un interlocuteur à l'autre et on fait à la fin un constat et l'évaluation après cette reformulation. C'est-à-dire le même message reformulé d'un interlocuteur à l'autre en leur absence puisqu'ils étaient installés dehors. Voilà le message qui a été proposé. Il comporte exprès le nom des personnes, les termes techniques, des chiffres, des dates et l'information véhiculée par le message. La faculté des sciences et techniques des Rachidia organise en collaboration avec l'Institut français site de Meknès la 2e édition de l'Université de printemps. C'est une session de formation au profit des enseignants de français, tous cycles confondus, primaire, collégial, secondaire, relevant du secteur public et secteur privé. Ont participé à ce regroupement pédagogique plus de 150 personnes. 6 ateliers ont été programmés et parmi ces ateliers, un atelier théâtre et oralité animé par Catherine Morisson en provenance de Paris. Après cette reformulation, voilà le message qui a été retenu. La faculté des sciences et techniques organisera un atelier de théâtre à l'Institut français des Rachidia. C'est-à-dire que le message a subi une dégradation, voire des déformations. Donc plus de termes techniques, plus de chiffres, plus de dates, plus de mots de noms de personnes, parce que tout simplement, la posture effectivement des participants n'est pas du tout convenable. Comment peut-on remédier à ce problème? Effectivement, c'est par le biais de la prise de notes. De l'écoute à la reformulation, c'est via la prise de notes. Parlons de la prise de notes. Ce n'est pas tout simplement une affaire de technique, une affaire de méthode, mais c'est un état d'esprit. Et d'où vient la difficulté? On parle, comme je l'ai déjà exprimé, avec une vitesse de 160 mots presque à la minute, mais nous écrivons avec une vitesse de 27, à 35 mots à la minute. Et donc, comment peut-on gérer effectivement le décalage entre ce qui est effectivement transcrit, entre ce qui est effectivement prononcé et ce qui est effectivement transcrit? Alors, comme vous allez le remarquer, lorsque j'ai posé cette question aux étudiants, est-ce que vous avez appris la prise de notes au lycée, au collège, donc dans l'enseignement fondamental et secondaire, 42,4% des étudiants ont affirmé qu'ils n'ont pas appris la prise de notes, ni au lycée, ni au collège. Lorsque vous prenez des notes, est-ce que vous laissez vos états d'âme ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que vous arrivez à vous concentrer pendant la séance de cours? Les réponses, ici, 56,9% seulement arrivent effectivement, n'arrivent pas effectivement à laisser leur état d'âme
voilà, ils laissent leur état d'âme à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils arrivent à se concentrer pendant la séance de cours. Alors que 43, effectivement, voilà, n'arrivent pas à se concentrer comme il le faut. Est-ce que vous avez du mal à écouter activement pendant le cours? Alors, 45%, effectivement, ont du mal à écouter activement pendant le cours. C'est presque 50%. Lorsque j'ai posé cette question pour compléter vos notes, est-ce que vous arrive parfois d'interroger votre entourage, c'est-à-dire celui qui est assis à côté? Donc vous allez remarquer, oui, donc 27% ont des difficultés à écouter leur professeur et par conséquent, ils interrogent leur entourage. Donc nous avons effectivement recueilli pour évaluer la prise de notes, comme vous allez le remarquer ici, jusqu'à 262 observations, voilà, qui nous ont permis de faire cette évaluation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à la fin? Donc il faut prendre des notes, apprendre des notes à partir d'un support oral. Ce n'est pas tout simplement une affaire de technique, d'abréviation, de schématisation, de disposition, de numérotation, de classement, mais aussi un état d'esprit, et voilà, donc nécessitant le développement de nos capacités auditives et de la pratique, effectivement, de l'écoute active. À la fin, un petit exercice de perception. De quoi s'agit-il dans cette image? Est-ce qu'il s'agit d'une oreille ou bien est-ce qu'il s'agit d'un œil? Bon, il y a ceux qui ont identifié une oreille, il y a ceux qui ont identifié un œil, il y a ceux qui ont identifié les deux. Alors, si vous avez identifié une oreille, donc là, vous êtes devant une jeune fille. Si vous avez identifié un œil, donc là, vous êtes devant une vieille femme, une vieille dame. Donc, comme ça, je termine ma présentation. Merci de l'avoir suivi. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser. Alors, prochainement, ça sera sur la communication écrite, support et technique de rédaction. Merci beaucoup.